Au Xe siècle, nager dans la mer n'était, pour dire les choses franchement, pas une chose facile à faire. Il y avait beaucoup de convenances qui sont aujourd'hui risibles. Pour entrer dans l'eau, le baigneur devait s'habiller en conséquence. Ce n'est que dans la seconde moitié du Xe siècle que les robes ont cédé la place à des pantalons larges et à une chemise. Auparavant, on entrait dans la mer avec des vêtements, des robes et des chapeaux. Bref, les dames étaient couvertes de la tête aux pieds. Dès 1820, il existe une séparation stricte entre les bains des femmes et ceux des hommes. Même le temps de baignade était calculé, il était souhaitable de ne pas se mouiller plus de 5 à 10 minutes. On utilisait également une construction intéressante, appelée machine de bain, une caisse en bois spéciale munie de roues et attelée à des chevaux. Un guide était une personne qui conduisait les baigneurs dans l'eau et s'occupait d'eux. Vous voulez rire? Avant 1900, il n'était pas obligé de savoir nager. C'est bien qu'un guide sache nager, mais je ne pense pas que ce soit obligatoire, à condition qu'il ait de solides jambes de marin et qu'il soit prudent et confiant dans l'eau. Le Dr J. Lecoeur a écrit dans The Bathers Medical and Hygienic Guide, guide médical et hygiénique du baigneur. Les promenades et les divertissements sont une partie essentielle de la thérapie par l'eau. Elles sont recommandées pour la méditation, la contemplation et sont essentielles au traitement. Se rendre au terme était important pour mener une vie normale. En règle générale, un complexe thermal dispose d'un ou plusieurs salons, d'une salle de lecture et d'une salle de bal. La musique était primordiale et les stations balnéaires les plus populaires disposaient d'au moins 2 orchestres. Louis Bonaparte, futur roi de Hollande, l'un des frères cadets de Napoléon, souffre d'un rhumatisme paralysant au bras droit. Il est soigné dans l'espoir de vaincre la maladie, à Plombières, à Ussat, à Ariege, et même à Wiesbaden en Allemagne. Les traitements n'ont aucun effet. Il perd presque l'usage de son bras. Son épouse, Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine, affectionne particulièrement les eaux sulfureuses d'Aix en Savoie. Sa mère l'accompagne souvent dans cette station, où elle se rend depuis l'époque du Directoire. Aix en Savoie est en effet à la mode sous l'Empire grâce à la présence des princesses impériales, Pauline, Julie, sa sœur Désirée, Joséphine et sa fille puis impératrice Marie-Louise. Elle profite des vertus curatives de l'eau, mais surtout d'une existence paisible au milieu d'un paysage magnifique, entrecoupé d'excursions en compagnie choisie. Que l'on prenne ou non l'eau, on est sûr de mener une vie exquise pendant de longues semaines, de mai à septembre en général. Les femmes Bonaparte sont de ferventes adeptes du thermalisme. Elisa, devenue grande-duchesse de Toscane, se rend souvent dans les célèbres bagnes de Pise, Florence et Lucques. Ces derniers sont très prisés car ils possèdent des résidences de grande hauteur avec une vue imprenable sur le fleuve. Elisa les recommande à sa sœur Paulina, qui souffre de problèmes intimes et raffole des bains de lait. En effet, on vient s'y faire soigner non seulement avec de l'eau de mer, mais aussi avec du lait, de la boue et du vin. C'est Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry et belle-fille du roi Charles X à partir de 1824, qui a mis la côte normande à la mode en ciblant Dieppe, où elle venait chaque année. C'est ce qui en fit un lieu de villégiature très prisé. Elle vivait dans un hôtel surplombant la mer. Les curieux venaient voir la jeune femme prendre son bain matinal. À l'époque, les bains de mer sont recommandés pour guérir les malades. Le principe même de nager pour le plaisir était étranger aux gens. La plupart des jeunes femmes de la cour n'ayant pas appris à nager, la brasse de Madame dans la mer, houleuse, en tenue de naïade, suscite la colère de son entourage. Cependant, ceux qui espéraient voir une duchesse à moitié déshabillée sont déçus. Marie-Caroline est généralement vêtue d'une tenue complète qui ne laisse apparaître aucune partie de son anatomie. Pour entrer dans l'eau, la duchesse porte une coiffe festonnée, une toge de toile et des bottes pour se protéger des crabes. Plus tard, Clémentine d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe, a elle aussi choqué le monde en s'amusant à nager sans craindre l'eau froide et les ragots. Comment sont nées les stations balnéaires? Sous le Second Empire, les stations françaises se développent avec succès. Elles se sont dotées d'hôtels luxuriants, d'ensembles résidentiels bien aménagés et de villas. Les places sont ornées de fontaines. Il existe des trains de plaisir qui permettent de se rendre dans les stations balnéaires directement depuis Paris. Le demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny,
veut faire de Deauville une station balnéaire prisée par les plus grands personnages européens. L'impératrice Eugénie adore Biarritz. Elle aime le Pays basque, si proche de son Espagne natale. Depuis longtemps, elle voulait retrouver cette plage qu'elle connaissait et où elle s'était baignée avec sa mère lorsqu'elle était petite fille. Ce lieu sauvage, fait de marais et de dunes, devient grâce à Eugénie l'un des endroits les plus célèbres d'Europe. L'impératrice fait construire une villa qui offre une vue magnifique sur la mer. Eugénie avait son propre bain au pied de la villa. Après de nombreuses transformations, la villa est toujours debout et constitue l'un des plus beaux palais d'Europe, l'hôtel Villa Eugénie. Nous vous remercions de votre visite.